Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Elle s'appelait Sarah. Il s'agit d'un roman de Tatiana de Ronay paru en 2007. Le 16 juillet 1942, alors qu'il fait encore nuit, une fillette entend la police tambouriner à la porte. Elle se rappelle de la conversation qu'elle avait entendue entre ses parents qui disaient que les temps allaient être durs, que les femmes et les enfants semblaient hors de danger et que le mari irait dormir à la cave. Bien qu'elle ait peur, la mère de la fillette ouvre. Ce sont des policiers français. Ils donnent quelques minutes à la mère et à sa fille pour préparer leurs affaires et partir. En mai 2002, Julia Jarmon et sa fille Zoé, qui a 11 ans, attendent Bertrand, qui est le mari de Julia, et Antoine, qui est l'associé de Bertrand. Ils sont en retard, mais ils finissent par arriver. Bertrand est au téléphone. Ils prennent l'ascenseur pour visiter l'appartement de la grand-mère de Bertrand, appelée Mamé, qui a été mise dans une maison de retraite. Julia reçoit un coup de fil de son patron Joshua. Il lui donne rendez-vous pour le travail. Tandis que la fillette prépare ses affaires, le petit frère ne veut pas bouger. Il veut rester dans sa cachette qui est un placard dissimulé dans un mur. La fillette pense que finalement c'est peut-être mieux pour lui s'il reste caché. Elle pense pouvoir revenir dans la journée pour faire sortir son frère ou que son père, sortant de la cave, viendra lui ouvrir. Elle ferme le placard à clé et elle emporte la clé avec elle. Julia, son mari, sa fille et Antoine pénètrent dans l'appartement vieillot et poussiéreux de Mamé. Bertrand et son associé veulent le restaurer. Un policier remarque qu'il manque le garçon de la famille. L'appartement est fouillé. Les policiers espèrent également trouver le père. Ils ne sont pas trouvés. La mère et la fillette descendent de l'appartement. La fillette ne sait pas quoi faire de la clé. Les policiers remettent la clé de l'appartement à la concierge. Cette dernière dénonce des juifs dans les immeubles aux alentours. Bertrand a enfin lâché son téléphone. Antoine a dit qu'il faudrait tout refaire et qu'ils ne pourront déménager que dans 1 an. Bertrand pense que ça prendra moins de temps. Bertrand dit que l'appartement de son grand-père était bien plus petit et qu'il ne l'a agrandi avec un appartement voisin que plus tard. Julia est obligée de partir pour son travail. Les voisins regardent la mère et la fillette se faire emmener par des policiers et ils ne font rien. La mère hurle le nom de son mari qui vient et qui va être embarqué avec le reste de la famille. On sent comme une tension entre Julia et son mari. Il lui reproche ses idées américaines, pays dont elle est originaire. Sous le charme, Julia oublie tous ses défauts. Julia parle à Bertrand de Mamie qu'il faudrait aller voir. Il aimerait que sa femme y aille à sa place. La fillette, la mère et son père sont regroupés avec d'autres personnes dans un garage. Quand le père demande à la fillette où est son frère, elle lui fait comprendre qu'il est dans le placard. La fillette pense qu'ils vont bientôt revenir chez eux. Le père comprend le problème. Il tente de lui expliquer qu'ils ne rentreront pas. Le groupe de personnes est ensuite amené à un immeuble qui est en réalité le vélodrome d'hiver, surnommé le Veldiv. Beaucoup de familles y sont regroupées. Il y a peu d'espace, il fait chaud. Le père explique à sa fille qu'ils sont là à cause de leurs étoiles. La fillette pense aux restrictions qu'elle a dû subir à cause de cette étoile. Julia écrit des articles dans le journal appelé Sen-Sen. Elle se rend à son travail et elle rejoint son patron Joshua et ses collègues appelés Bamber et Alexandra. Joshua dit à Julia qu'elle doit écrire un article sur le Veldiv qui va bientôt fêter ses 60 ans. Elle devra trouver des survivants ou des témoins et écrire sur la commémoration. Julia ne sait rien sur les événements entourant le Veldiv. Alessandra lui conseille d'aller voir Frank Levy, qui est un fondateur d'une organisation qui aide les Juifs à retrouver leur famille. Julia veut aller à l'emplacement du Veldiv à la recherche de témoins, même si le bâtiment n'existe plus. Elle s'informe, mais il y a peu de livres sur le sujet. Plus de 4000 enfants ont été enfermés au Veldiv et personne n'est revenu en vie. Au Veldiv, les gens sont entassés, il fait chaud, il n'y a pas d'hygiène, pas d'eau et pas de nourriture. La fillette voit Léon, qui est un garçon de son école qui va tenter de s'enfuir. Il lui propose qu'ils s'enfuient ensemble, mais elle ne veut pas, car elle a peur et car elle ne veut pas quitter ses parents. Elle le voit partir, profitant de l'agitation qu'il y a à l'entrée du bâtiment. Elle voit une femme et un enfant se suicider en sautant d'un étage. Julia nous parle de son enfance en Amérique et de son amour pour Paris.
Elle se rend chez Hervé et Christophe qui sont ses anciens colocataires. Julia n'est pas dans son assiette car elle pense aux Veldives. Pour ne pas sombrer, la fillette s'enferme dans des souvenirs. Julia ne dit pas la cause de son malaise à ses anciens colocataires. Guillaume est lui aussi invité à la soirée. Guillaume lui demande sur quoi Julia va écrire. Elle répond sur le Veldive. Christophe et Hervé connaissent mal le sujet. Ils pensaient que la rafle avait été organisée par les nazis et qu'elle avait eu lieu en banlieue. Guillaume semble mal à l'aise. La grand-mère de Guillaume a évité de peu la rafle, mais ce n'est pas le cas du reste de sa famille qui n'est pas revenu. Toujours enfermée au Veldive, la fillette a vu une femme accoucher d'un enfant mort-né. Le père tente de faire comprendre à un policier qu'il faut qu'il le laisse sortir pour qu'il puisse aller chercher son fils. Cela ne fonctionne pas. La fillette rêve qu'elle retourne chez elle. Une infirmière lui donne à boire et à manger. La fillette en a assez de la situation. Elle se souvient de son premier jour à l'école avec l'étoile et du changement de comportement de ses camarades à ce moment-là. Elle veut trouver un moyen de se sauver. Guillaume parle du désespoir de sa grand-mère d'avoir été la seule survivante de sa famille. Il parle plus en détail de la rafle. Elle avait été surnommée Opération Vent Printanier. La Gestapo avait demandé à la police française un certain nombre de juifs. Des enfants ont été livrés alors que la Gestapo ne les demandait pas encore. La France a livré 80 000 juifs et seuls 2 000 ont pu rentrer. Julia revient chez elle. D'après Bertrand, l'événement appartient au passé et cela n'intéressera pas les lecteurs du journal. Il en profite au passage pour la dénigrer. Julia se rappelle de sa première rencontre avec son mari, de la famille snob de son mari qui la méprise, de la difficulté à voir sa fille et d'Amélie qui a été la maîtresse de Bertrand. Au Veldive, des personnes décèdent. Le groupe est enfin emmené dans la rue où les habitants le regardent passer plus ou moins gentiment. Le groupe est ensuite mis dans un bus pour aller à une gare. La fillette en veut à son père de sa passivité. Il lui explique qu'il va être tué s'il tente de s'enfuir. Elle lui en veut de lui avoir caché la gravité des événements qui se préparaient. Le groupe est mis dans des wagons à bestiaux. Julia et son collègue Bamber se rendent rue Nélaton. À la place du Veldive, ils trouvent le ministère de l'Intérieur. Dans la rue, ils trouvent une plaque commémorative. Au Veldive ont été enfermés plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Une des raisons est que l'on pensait que seulement les hommes se sont cachés pensant être les seules victimes des rafles. L'opération a été planifiée des mois à l'avance. Après la guerre d'Austerlitz, les familles ont été envoyées dans des camps en France, puis dans des camps en Pologne. Julia et Bamber se rendent ensuite dans un café. Julia demande au serveur s'il y a des témoins de la rafle. Il lui dit de s'adresser à un marchand de journaux installé dans la rue. La fillette et les autres personnes marchent de la gare à un village. Ils se trouvent dans un camp. Le père est séparé de sa femme et de sa fille. Les baraquements sont sales et les latrines sont en commun. La fillette voit des femmes nues se laver. La nuit, malade sans doute à cause de la nourriture, la fillette se rend aux latrines. En revenant dans le baraquement, elle remarque que sa mère n'est plus la même. Julia et Bamber se sont rendus chez le marchand de journaux qui les a fait monter chez sa mère. C'est une femme de 95 ans qui avait 35 ans au moment des faits. Elle a vu un matin plein de bus et des juifs mis dedans. Elle ne savait pas où on les envoyait. Elle ne l'a su qu'après la guerre. Elle a ensuite vu des enfants sortir du vélodrome. Elle pense que cette histoire n'intéresse plus personne. La fillette pense à son frère qui est dans le placard et qui est peut-être mort. Des rumeurs disent que les parents vont être envoyés dans des camps à l'Est et qu'ils allaient être quelque temps séparés de leurs enfants. Dans un baraquement, des personnes leur prennent leurs bijoux avec violence. On les fouille pour savoir s'ils n'ont pas caché quelque chose dans leurs vêtements. La fillette parvient à garder la clé. Les hommes sont déjà partis du camp. Les femmes et les enfants sont séparés. On dit que les enfants rejoindront leurs parents dans une semaine. Les femmes sont amenées à la gare. Julia va voir Mamé à sa maison de retraite. Elle a 90 ans et elle a la maladie d'Alzheimer. Elle connaît des bons jours et des mauvais jours. Les travaux ont commencé dans son appartement. Son logis manque à la vieille dame. Elle parle de son mari André au présent alors que son mari est mort depuis longtemps. Mamé dit qu'elle a emménagé dans l'appartement fin juillet 1942. L'appartement avait été libéré grâce à une rafle. Dans le camp, les enfants sont désespérés de l'absence de leurs parents. Aucun adulte ne s'occupe d'eux. La fillette s'occupe des plus petits. Elle rencontre Rachel qui veut s'enfuir. Le lendemain, des policiers rasent les cheveux des enfants. La fillette reconnaît un policier de son quartier.
Julia vient à l'appartement. Elle repense à ce qui a pu s'y passer en juillet 1942. L'appartement est en travaux. Elle appelle son mari pour le mettre au courant de ce qu'elle sait. Cela ne choque pas Bertrand. Rachel et la fillette ont pour projet de s'enfuir. Elles tentent de s'enfuir, mais elles sont rattrapées par le policier qui a connu la fillette. En lui parlant et en lui faisant se remémorer un passé pas si loin que cela, elle parvient à le convaincre de les laisser partir. Il leur donne de l'argent. Julia ne se sent pas bien. Elle fait un test de grossesse qui est positif. Elle a eu auparavant plusieurs grossesses difficiles que son mari a eu du mal à avaler car il voulait un second enfant. Elle veut d'abord annoncer la nouvelle à son mari. Pour cela, elle réserve une table dans un restaurant pour eux deux. Les fillettes sont sorties du camp et elles enlèvent leurs étoiles. Elles mangent des fruits sauvages. Elles boivent et elles se lavent dans un étang. Elles décident de faire une sieste. Julia va au restaurant. Son mari vient et elle annonce la nouvelle qui ne semble pas le rendre heureux. Il trouve qu'ils sont trop vieux pour s'occuper d'un bébé. Elle a 45 ans et lui 47 ans. Les fillettes se réveillent la nuit. Elles se mettent à terre quand une patrouille de soldats passe en voiture près d'elles. À une maison, elles demandent de quoi manger et boire, mais on ne leur ouvre pas et on leur dit de partir. C'est comme cela dans plusieurs maisons. Elles s'endorment dans une niche à chiens. Le lendemain, elles sont réveillées par les aboiements du chien. Les habitants de la maison, qui s'appellent Jules et Genièvre, décident de les cacher chez eux. Bertrand ne veut pas d'enfants et Julia en est attristée. Elle reçoit un coup de fil de Guillaume. Il a trouvé des livres épuisés sur le Veldiv et il lui donne rendez-vous pour le soir même. Julia reçoit également un coup de fil de son beau-père. Il souhaite qu'elle ne pose plus de questions à Mamé sur l'appartement. Vu son air et les remarques de ses collègues de bureau auxquelles elle va avoir droit, Julia décide de ne pas aller au bureau, mais d'aller plutôt chez Franck Lévy. Elle lui demande des informations sur les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. Les Juifs sans enfants ont été envoyés directement à Drancy. Les parents qui avaient une progéniture ont été séparés de leurs enfants dans la campagne française. Les parents ont ensuite été envoyés à Auschwitz. Les enfants ont été abandonnés à eux-mêmes dans les camps français avant d'être envoyés dans des camps des pays de l'Est. Les enfants ont été ensuite gazés. Julia est touchée par cette histoire. Chez Jules et Genièvre, les fillettes mangent et sont lavées. La fillette a dit s'appeler Circa. Elle veut aller à Paris et elle explique pourquoi. La femme pense que le petit frère qui s'appelle Michel doit déjà être mort et la fillette comprend que c'est trop tard. Elle s'endort et elle se réveille le lendemain. La fillette apprend qu'ils sont à Orléans. Elle insiste pour retourner à Paris malgré les avantages qu'offre la campagne sur Paris. Rachel a la dysenterie. Le couple fait venir un médecin. Il cache Circa. Le médecin vient, ne soigne pas la fillette et rappelle au couple qu'il est hors la loi en cachant Rachel. Julia demande à Franck Lévy des informations sur la famille qui vivait dans l'appartement de Mamé. Elle obtient des noms. Les habitants s'appelaient Władysław, Rivka et Sarah Starzyński. On sait qu'ils ont été arrêtés le 16 juillet 1942, qu'ils ont été mis dans un garage rue de Bretagne, qu'ils ont été au Veldiv, puis au camp de Beaune-la-Rolande. Les deux parents ont ensuite pris le convoi numéro 15 le 9 août 1942. On a perdu la trace de Sarah après le camp de Beaune-la-Rolande. Julia regarde la photo de Sarah. Julia rejoint Guillaume au Select. Elle lui raconte ce qu'elle a appris ces derniers temps. Guillaume lui recommande de faire attention avec le secret qu'elle cherche à dévoiler. Après le départ du médecin, Jules et Geneviève sont inquiets. Ils demandent à la fillette de se cacher dans la cave. Peu de temps après, des soldats allemands viennent chercher Rachel. Le couple devra les suivre à la commandanture. Sans doute à cause du vin et du pâté offert, les soldats ne partent qu'avec Rachel. Le couple est encore présent dans la maison et fait sortir la fillette de sa cachette. Elle révèle son vrai nom, qui est Sarah Starzyński. Julia se rend au garage rue de Bretagne. Elle a été le matin à Drancy avec Guillaume. Le camp est habité. Ils ont été voir le musée et un wagon. Julia et Bamber sont à Beaune-la-Rolande. Il y a un lycée à la place du camp. La gare est transformée en crèche. Sur les rails, Julia voit le convoi numéro 15 qui a amené les parents de Sarah à Auschwitz. Sarah pense à son père. Elle n'arrive pas à fixer le dernier de ses souvenirs qu'elle a de lui. Elle pense à son frère que quelqu'un peut être libéré de son placard. Même si le couple essaie de la retenir, elle décide de partir pour Paris. Le couple finit par l'accompagner. Julia et Bamber vont au cimetière voir un monument dédié aux enfants du Veldiv.
En revenant au centre-ville, elle croise un homme qui dit avoir vu la marche des Juifs entre la gare et le camp. Ils se rendent ensuite au lycée où 2 lycéens ne savaient pas qu'il y avait autrefois ici un camp. Sur la route, il y a une plaque commémorative où figurent les 2 noms des parents de Sarah. Il est dit qu'ils ont été victimes que des nazis. Sarah et le couple sont à la gare. Les entrées dans les trains sont surveillées par les soldats français. Sarah parvient à entrer dans le wagon. Le couple l'accompagne. Dans le train, un soldat pense que Sarah est un garçon et il pense qu'il deviendra plus tard un soldat allemand. À la gare d'Austerlitz, il y a un nouveau contrôle. Un policier demande les papiers de l'enfant. Grâce à un billet, le policier les laisse passer. Julia reçoit un coup de fil de sa sœur Charla. Elle veut que sa sœur décide par elle-même si elle veut garder l'enfant ou non, et non d'après une décision de son mari. Si elle garde l'enfant, Bertrand veut la quitter. Julia est enceinte de 6 semaines. Elle se rend à la maison de retraite pour voir Mamé. Elle y voit la voiture de son beau-père Édouard. Ce dernier reste présent durant toute la visite de Julia. Édouard lui reproche de faire des recherches sur l'appartement. Pour lui, c'est la concierge qui a dénoncé la famille de Sarah et non la sienne. Il dit qu'enfant, il a vu Sarah revenir à l'appartement. Sarah et le couple prennent le métro. Sarah monte les étages de son ancien immeuble. Elle frappe à la porte. Un garçon lui ouvre et lui dit qu'il n'y a pas de Michel ici. Sarah se rend dans la chambre, elle ouvre la porte du placard et elle trouve son frère mort. Édouard raconte cette histoire à Julia. Son père et Édouard ont gardé le secret durant 60 ans. Ils n'ont pas mis Mamé au courant, mais c'est possible qu'elle le sache. Son père a tout fait pour enterrer le passé et Édouard lui en a voulu pour ça. Julia propose de rechercher Sarah. Après la mort de son père, Édouard a su qu'il y avait des papiers dans un coffre. Julia et Édouard se déplacent à la banque pour voir ces papiers, mais celle-ci est fermée. Le beau-père reste jusqu'à l'ouverture de la banque. Julia prend des rendez-vous médicaux pour se faire avorter, bien qu'elle souhaite encore garder le bébé. Édouard lui a envoyé des documents concernant Sarah. Ce sont des lettres de Jules adressées au père d'Édouard qui parlent de Sarah. Le père d'Édouard a envoyé des dons pour Sarah durant 6 ans. Julia va tenter de la retrouver. L'avortement a lieu le 16 juillet qui est le jour de la rafle du Veldiv. Alors que Zoé est partie en vacances aux États-Unis, Julia se rend à la clinique. Elle n'a pas réussi à retrouver Sarah. Elle a essayé de chercher Gaspard et Nicolas Dufort. Julia a téléphoné à Nathalie Dufort qui est la petite fille de Gaspard, mais celle-ci ne connaît pas de Sarah. Nathalie lui a proposé de la rappeler quand elle aura eu son grand-père au téléphone. Le lendemain, Julia s'aperçoit qu'elle a un message de Nathalie Dufort. Son grand-père accepte de la rencontrer. Au moment où Julia est emmenée pour l'avortement, elle décide de garder l'enfant. Elle rentre à la maison. Julia se retrouve au pont de Bir Hakeim où il y a un rassemblement de personnes qui se recueillent à propos des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Elle se rend ensuite au lieu de rendez-vous avec Nathalie qui va l'amener chez son grand-père à Ascher-le-Marché. Après sa visite, Julia rentre chez elle. Son mari doit revenir de Bruxelles et elle ne l'a pas mise au courant à propos de son refus de l'avortement. Les grands-parents de Gaspard ont dit à Gaspard qu'ils avaient adopté Sarah car ses parents étaient morts durant la guerre. Il n'a su la vérité que plus tard. Il ne sait pas où est Sarah. Après sa cohabitation avec le couple Dufort, Julia sait juste que Sarah a été nurse aux États-Unis. Elle est partie car elle ne voulait pas vivre dans un pays ayant connu l'Holocauste. À partir de 1955, la famille Dufort n'a plus eu de nouvelles de Sarah. Gaspard tend à Julia une lettre que sa grand-mère avait adressée à son père nommé Alain. Une fois chez elle, Julia lit la lettre et elle la lit à Édouard. Dans cette lettre, on apprend que le couple Dufort a caché Sarah jusqu'à l'armistice. Après la découverte du corps de son frère, Sarah est restée brisée. Elle a pris le nom de la famille et elle a été à l'église catholique. Elle allait à la tombe de son petit frère. Ses parents sont morts à Auschwitz en 1942. Adolescente, elle avait déjà envie de partir de la France. Joshua appelle Julia. Il l'a vue lors de la retransmission de la cérémonie. Son article fait grand bruit. Il lui reproche toutefois de ne pas avoir de témoignages de policiers français. Julia reçoit un coup de fil de Nathalie. Elle a retrouvé une carte sur laquelle Sarah a écrit le nom de son mari, qui est Richard J. Reinsfeld. Bernard rentre à la maison. Il sait que sa femme n'a pas avorté. Il dit que cet enfant va le tuer.
Il lui reproche de n'avoir pas remarqué qu'il allait mal. Il projette que Julia et sa fille aillent s'installer dans l'appartement restauré et que lui ira ailleurs un moment. Peut-être qu'ils divorceront. Bertrand trouve les papiers concernant Sarah. Il reproche à Julia de fouiller le passé. Elle dit que c'est son père qui lui a donné ces papiers et qu'il y a un secret que Mamé, lui et ses deux sœurs ne savent pas. Julia va rejoindre sa fille aux États-Unis et elle compte y mener des recherches. Elle arrive aux États-Unis et elle explique sa situation à sa sœur. Grâce à un coup de fil, Charla parvient à avoir une adresse. Monsieur et Madame Rainsford habiteraient Roxbury, dans le Connecticut. Charla appelle et elle tombe sur l'infirmière de la famille. Madame Rainsford doit rentrer dans la maison d'un moment à l'autre. Julia est devant la maison. Elle rencontre la fille de Sarah nommée Ornella Harris et qui croit que Julia est une connaissance de Lorenzo. Julia apprend que le mari de Sarah est gravement malade et qu'il a un cancer. Sarah revient de ses courses. Julia remarque qu'il ne s'agit pas de Sarah. Cette femme est la seconde épouse de M. Rainsford. Sarah était sa première femme et elle est morte en 1972 d'un accident de voiture. Sarah a eu un fils, William, qui vit en Italie. Julia veut partir en Italie avec sa fille pour continuer ses recherches. Charla lui fait remarquer que ce n'est pas raisonnable, mais Julia y veut tout de même y aller. 2 jours plus tard, elle prend l'avion avec sa fille. Elles sont en Italie. Elle loue une chambre. Zoé pousse sa mère à appeler William et à lui laisser un message. Après avoir dîné dans un restaurant, elle trouve une note sur la porte de leur chambre. William demande à être rappelé. Julia le rappelle et lui donne rendez-vous pour le lendemain. Julia rencontre William. Elle s'aperçoit que William ne connaît pas la véritable histoire de sa mère. Julia veut s'en aller, mais Zoé montre à William une photo de Sarah. Il reconnaît sa mère enfant. Cependant, il ne veut rien savoir de l'histoire de sa mère. Il a du mal à croire que sa mère avait été cette autre personne dont Julia parle. Il part. Julia se met à saigner et elle perd connaissance. Elle se réveille à l'hôpital. Le bébé va bien. Zoé a appelé son père qui va bientôt venir. Julia retourne à Paris où tout le monde s'occupe d'elle. Ayant une grossesse à risque, elle reste à l'état léthargique. Il y a un froid entre elle et son mari. Julia et sa fille doivent emménager dans l'appartement de Mamé au mois de février après la naissance du bébé. La maison de retraite appelle Julia car Mamé a eu une attaque. Elle n'arrive pas à joindre Bertrand et elle devine que c'est parce qu'il est chez Amélie. William toque à la porte. Il dit être allé voir son père et avoir trouvé un carnet avec une clé dedans. Il veut savoir la vérité sur sa mère. Édouard appelle Julia car Mamé veut la voir. Julia emmène William avec elle. L'état de Mamé est stable, mais elle peut mourir à tout moment. William rencontre la famille de Julia. Julia lui raconte l'histoire de Sarah. Julia lit ce qu'il y a dans le carnet. Il s'agit d'un poème sur Michel à qui Sarah raconte son mal de vivre malgré les années qui passent. William pense alors que l'accident de voiture de sa mère était en réalité un suicide. William veut se rendre dans les différents lieux qu'a connus sa mère quand elle était enfant. Julia rentre chez elle où sa famille l'attend et sait maintenant la vérité. Il y a 2 clans, l'un avec Colette et Laure et l'autre avec le reste de la famille. Certaines personnes lui reprochent d'avoir révélé la vérité. Zoé dit que Mamé lui a raconté presque toute la vérité. Elle était au courant depuis tout ce temps de la vérité que son mari et son fils ont essayé de lui cacher. Nous sommes en 2005 et à New York. Julia a emménagé dans cette ville avec sa fille aînée et son bébé. Elle a un petit ami qui s'appelle Neil. Bertrand a avoué sa relation avec Amélie. Il a voulu s'installer avec elle dans un appartement en France. Julia a habité quelque temps chez sa sœur, puis elle s'est trouvée un appartement à New York. Elle travaille comme correspondante pour un site internet français. Paris lui manque. Elle pense toujours à Sarah. William est actuellement à New York, mais elle n'ose pas le contacter. Julia revient de temps en temps à Paris et elle se rend de nouveau sur les lieux du drame de Sarah. En 2005 a eu lieu la fête de la libération d'Auschwitz. Elle finit par recevoir un coup de téléphone de William. Ils se donnent rendez-vous. Ils se voient dans un café. William est maintenant divorcé et il a une petite amie. Il lui a fallu du temps pour accepter l'histoire de sa mère. Il s'est rendu seul ou avec ses filles dans des lieux ayant un lien avec sa mère ou avec ses grands-parents. William et Julia sont en réalité mal dans leur couple respectif même s'ils ne révèlent rien. Il y a comme une attirance entre eux deux.
Julia lui révèle que sa fille s'appelle Sarah. L'auteur nous raconte deux histoires qui sont espacées d'une soixantaine d'années, celle de Sarah qui a connu le Veldiv et celle de Julia qui vit dans les années 2000. Au début du roman, les récits de 1942 et ceux de 2002 sont alternés. Après que Sarah ait trouvé le corps de son petit frère dans le placard, les récits de 1942 cessent et il n'existe plus que les récits de 2002. Ce point correspond à la révélation de deux mystères. Sarah sait enfin ce qu'il est advenu de son frère et Julia découvre le secret de l'appartement familial. La découverte du corps par Sarah est racontée dans un chapitre centré sur Sarah. Dès le chapitre suivant, on comprend qu'Edouard vient de raconter le même événement à Julia. Suite à cette découverte, Julia continue ses recherches. Elle cherche à savoir qui étaient les personnes qui habitaient dans l'appartement. Elle cherche à connaître la vie de Sarah après cet événement. Elle cherche ensuite Sarah ou sa famille pour présenter les excuses de sa belle famille et dire la vérité sur les dons d'argent. Dans ce roman, on s'aperçoit pourquoi la rafle a fonctionné. Les Juifs se sont laissés faire car c'est la police française qui a agi et non les soldats allemands. Ainsi, Sarah n'a pas si peur que cela la nuit de la rafle car elle voit des policiers français qui, elle le pense, ne leur feront pas de mal. Deuxièmement, ils n'avaient pas envie de se séparer de leur famille. C'est ce qui a empêché Sarah de s'enfuir du Veldiv avec le petit garçon. Troisièmement, ils avaient peur d'être tués. Par exemple, le père de Sarah ne tente pas de fuir car il a peur de se faire tuer. Quatrièmement, les différentes interdictions qui avaient lieu depuis un moment ont contribué à les distinguer des autres et à les rejeter. Sarah parle du rejet de ses camarades d'école après avoir porté l'étoile. Cinquièmement, la rafle a fonctionné aussi à cause de la haine de certains qui se sont servis de cet événement pour régler leur compte. Ainsi, la concierge de l'immeuble n'hésite pas à dénoncer les juifs de son immeuble et fait même du zèle en dénonçant aussi ceux des immeubles d'à côté. Les individus agissent par peur des supérieurs. En premier lieu, le policier Roux ne laisse pas Sarah et Rachel s'enfuir car il a peur que ses supérieurs le voient les laisser s'enfuir. Il y a également des personnes qui agissent par obéissance à la loi. C'est le cas du médecin lorsqu'il vient soigner Rachel. Les individus agissent aussi par mimétisme. Ainsi, lors des déplacements des prisonniers, beaucoup de personnes les regardent et se permettent d'avoir un mauvais comportement. Si la personne avait été seule, il n'est pas sûr qu'elle aurait agi ainsi. Il y a des parallèles à faire entre la vie de Julia et celle de Sarah. Sarah porte des noms qui ne sont pas les siens, et Julia ne veut pas qu'on l'appelle par le nom de famille de son mari. Zoé, qui a 11 ans, et Sarah, qui a 10 ans, sont matures pour leur âge. En même temps qu'elle apprend que les enfants du Veldiv sont morts, Julia refuse d'avorter. Avorter aurait été comme un rappel du passé de ses enfants morts. La date de l'avortement correspond au 16 juillet, ce qui correspond à la date de la rafle. Nous avons deux personnes qui ne sont pas à leur place. Julia n'est pas chez elle en France où sa belle famille n'a pour elle que du dédain. Sarah n'est pas à sa place car elle cache la vérité à sa famille, elle ne pratique pas sa religion, etc. Pour elles deux, partir ne résout pas leurs problèmes. Sarah reste obsédée par la mort de Michel. Julia reste obsédée par Sarah. Julia semble prendre conscience des événements en même temps que la France se réveille avec les discours de Jacques Lang et de Jacques Chirac. Elle prend également conscience des problèmes dans sa propre famille. La libération de Julia est à mettre en parallèle avec la libération du secret de Sarah. Le secret de Sarah est également le secret des Tézac. À la fin de l'histoire, la fille de Julia s'appelle Sarah. C'est un sentiment de renouveau. William en est touché. Le renouveau est présent plusieurs fois dans le roman. Par exemple, Drancy est maintenant habité et des bâtiments ont été construits sur les anciens. Cependant, il est dommage d'avoir bien peu de preuves du passé. Les événements ne sont marqués que sur des plaques que personne ne lit. Julia a des témoignages. Cependant, cela nécessite un travail puisqu'il faut aller interroger des gens. De plus, ces personnes qui sont vieilles vont bientôt mourir et emporter avec elles un pan de l'histoire. Le passé n'appartient pas qu'à nous seuls. Soit on peut décider de l'oublier car on considère qu'il n'est pas important ou que cela va apporter des problèmes, soit on décide de le garder vivant en entretenant les objets et les paroles du passé. Elle le saisit, mais il se libéra de son étreinte et se glissa dans le long et profond placard encastré dans le mur, là où ils avaient l'habitude de jouer à cache-cache. Ils s'y dissimulaient tout le temps, s'y enfermaient. C'était leur petite maison à eux.
Papa et maman connaissaient la cachette, mais faisaient semblant de l'ignorer. Ils criaient leur prénom d'une belle voix claire. Mais où sont donc passés ces enfants? C'est étrange, ils étaient encore là il y a une minute. Et son frère et elle gloussaient de contentement. Dans ce placard, il gardait une lampe de poche, des coussins, des jouets, des livres et même une carafe d'eau que maman remplissait tous les jours. Son frère ne sachant pas encore lire, la fillette lui faisait la lecture. Il aimait entendre un bon petit diable. Il adorait l'histoire de Charles l'orphelin et de la terrifiante Madame Macmiche et comment Charles prenait sa revanche sur tant de cruauté. Elle la lui relisait sans cesse. La fillette apercevait le visage de son frère qui la fixait dans le noir. Il était accroché à son ours en peluche préféré, il n'avait plus peur. Peut-être serait-il en sécurité, là, après tout. Il y avait de l'eau et la lampe de poche. Il pourrait regarder les images du livre de la comtesse de Ségur, celle qu'il aimait par-dessus tout, la magnifique revanche de Charles. Peut-être valait-il mieux qu'elle le laisse là pour le moment. Les hommes ne le trouveraient jamais. Elle reviendrait le chercher plus tard dans la journée, quand elle serait autorisée à rentrer chez elle. Et papa, dans sa cave, saurait que son garçon était caché, si jamais il remontait.